avec le risque cyber, il y a un truc qui va toujours pas, c'est qu'il y a un écart absurde entre le niveau de risque qui pèse sur les entreprises et le niveau de protection de ces entreprises. J'ai envie que cette boîte dure longtemps. On l'entend pas toujours. Je demande à voir des entreprises qui ont réussi en direct à choper des masses de PME. Alors, je vais essayer de faire l'exercice périlleux mais important de résumer Stoic pour nos auditeurs. Donc, tu as cofondé Stoic en 2021. En partant du principe que la cyber et les cyberattaques étaient au cœur des préoccupations des PME et des ETI aujourd'hui. Il faut savoir qu'il n'y a que 5% des PME qui sont couvertes en Europe sur le risque cyber, alors que les attaques ne font que exploser. Alors si tout le monde suit les médias, on sait que par les Jeux Olympiques, Paris va être la ville la plus attaquée, la France le pays le plus attaqué de l'année. C'est déjà le cas, je crois, si tu regardes l'actu en ce moment. Ça a déjà commencé, mais ça ne va pas concerner que l'État, mais aussi et surtout les entreprises en grande partie. Donc, quelques chiffres. Donc, il y a plus de 400% par an d'augmentation d'attaques. Le coût du médian d'une cyberattaque, ce que tu nous disais, et c'est assez impressionnant, c'est 50 000 € pour une entreprise de moins de 50 salariés. Donc, on est sur des montants relativement très importants pour des sociétés, ça peut les mettre complètement par terre. Et aujourd'hui, donc, tu es la première insurtech spécialisée en risque cyber en Europe. Et tu permets aujourd'hui à tes courtiers de couvrir un set de clients très important, PME et ETI. Quelques chiffres. Donc, il y a 3000 assurés aujourd'hui chez Stoic. Le montant qui est important à suivre, c'est les primes d'assurance. Et aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros. Et tu fais travailler donc 2000 courtiers partout en France et en Allemagne. On en reviendra probablement dans le scale avec Emmerich. Et aussi une dernière chose, tu as levé 30 millions d'euros auprès de Anderson et Horowitz, entre autres. Bienvenue. Bravo, magnifique. Voilà. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire avec toi aujourd'hui dans le podcast et ce qu'on fait pour tout le monde, c'est qu'il y a 3 parties. Il y a une partie 0 to 1 pour s'intéresser à qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans la cyber. La deuxième partie sur le scale où Emmerich va creuser 2 points saillants, et la dernière sur le endgame pour terminer un peu tranquillement aussi sur tes habits et notamment les résumés. J'ai ça pour Julien. Et les résumés de Julien de ce qu'il retient. Voilà. C'est parfait. Je suis le résumeur. Ravi d'être avec vous. Bah pareil. Sur le 0 to 1, tu nous racontes comment on se plonge dans la cybersécurité en fait. Ouais, avec plaisir. C'est d'autant moins instinctif en voyant le début de parcours que j'ai eu, parce que quand je suis sorti d'HEC il y a 7-8 ans, j'ai commencé par bosser pour un magazine de philosophie pendant 4 ans, qui s'appelle Philosophie Magazine. Je suis abonné. Bravo. Vous êtes 50 000 en France. mais je sais, quand on pense Philosophie Magazine, on pense Julien Masson. Tu es la personne qui représente le mieux les lecteurs. L'ICP, oui. Non, il y a 50 000 abonnés en France, c'est pas mal. Et non, j'ai travaillé là-dedans pendant 4 ans. C'était une aventure intrapreneuriale intéressante avec des philosophes. Très stimulante intellectuellement, mais peut-être pas aussi rapide que ce dont j'aurais rêvé avec toute la fougue de la jeunesse que j'avais. Donc début 2021, j'ai eu envie de lancer une entreprise et je me suis concentré sur un seul sujet qui est le risque cyber. Pourquoi ? Parce que j'avais dans mon réseau personnel, dans ma précédente activité, rencontré beaucoup de dirigeants de PME et compris qu'il y avait un truc qui allait pas avec le risque cyber. Il y a un truc qui va toujours pas, c'est qu'il y a un écart complètement absurde entre le niveau de risque qui pèse sur les entreprises et le niveau de protection de ces entreprises face à ce risque. Tu peux expliquer ce que c'est peut-être pour les auditeurs, un risque cyber déjà ? Ouais. Le risque cyber, assez simplement, c'est le risque de subir une cyberattaque. La manière dont ça se manifeste la plupart du temps, il n'y a pas que ça, c'est une personne qui ne connaît pas ton entreprise quand tu es une PME, mais qui trouve une porte d'entrée dans ton système informatique. Donc ça arrive à se connecter à tes mails ou à se connecter à ton drive ou à ce que tu veux, et qui va bloquer l'accès à tes informations, à tes données, et te rendre dans l'incapacité de continuer à travailler. Et ça, souvent, ils te demandent une rançon contre le fait de te rendre accès à tes données, donc c'est ce qu'on appelle un ransomware. Mais ça, si t'es pas bien protégé d'abord et si t'es pas bien accompagné quand ça t'arrive, tu peux te retrouver dans une situation d'arrêt de ton activité. C'est ce qui arrive à plein de PME qui le disent pas trop. En général, elles le vivent dans leur coin, mais pendant une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elles ne peuvent plus rien faire. Donc la perte financière est colossale. La perte financière est colossale et certaines ne repartent pas, ne repartent jamais parce que quand bien même elles arrivent à récupérer quelques données, elles fonctionnent de manière dégradée pendant des mois et puis elles meurent tranquillement. Et un risque cyber, c'est un être humain qui chope ton mot de passe ou c'est un robot qui... Ouais, c'est une bonne question. En fait, attaque, en fait. Pour comprendre. Le mot de passe d'un point de vue dirigeant, c'est dur à appréhender en fait. Il y a toujours 2 volets, il y a toujours une partie technique automatisée et un être humain. Les êtres humains,
ils vont concentrer leur temps là où ils peuvent gagner le plus d'argent. Donc, ils ont deux manières de le faire. Soit ils vont passer du temps manuel sur des grands groupes où ils savent que si tu arrives à attaquer BNP Paribas, tu as beaucoup d'argent à te faire. Ou alors ils vont développer des solutions automatisées pour aller toquer aux portes de milliers d'entreprises en même temps, et dès qu'ils arrivent à mettre le pied dans une d'entre elles, ensuite c'est low cost et tu as des petits revenus mais qui sont quand même substantiels. Et c'est ce qui se passe pour les PME, c'est qu'en gros c'est des attaques qu'on appelle opportunistes. Tu vas cibler des centaines d'entreprises en même temps, tu vas viser une même vulnérabilité ou tu vas essayer de récupérer des mots de passe, et quand tu y arrives, là l'humain cherche à exploiter la vulnérabilité et ensuite à faire mal. Mais il faut un humain pour faire mal ensuite. C'est ce qui va nous arriver avec les JO, entre autres. C'est ce qui va se passer tous les jours, mais en plus. Mais ce que tu dis, c'est que ça touche toutes les sociétés, les petites, les grandes, enfin, avec un niveau de sophistication peut-être différent, mais ça touche tout le monde. Exactement. Et c'est l'idée reçue fausse, vraiment d'un dirigeant d'entreprise, et qui se dit, non, mais qui va s'intéresser à ma boîte? Moi, je fais des clarinettes à Lons-le-Saunier, qui va s'intéresser à moi? Et en fait, personne au début, mais c'est pas pour autant que... mais il y a tous les jours, pourtant, des tentatives d'attaque qui vont être faites sur son entreprise, et dès lors qu'un début de moyen de pénétration va être pris par l'attaquant, c'est là qu'il va chercher à faire mal. Et plus de la moitié des attaques qui réussissent sont sur des PME. La grande majorité sont sur ces PME, et le problème, et c'est cet écart que je veux dire, c'est que les dirigeants de PME, ils ont à la fois pas de connaissances techniques, ils sont comme vous, ils se disent c'est quoi une attaque cyber, ils ont pas de moyens de recruter des gens compétents parce qu'il n'y en a pas énormément, des gens qui sont formés à ça, ils ont pas de moyens financiers pour investir là-dedans, donc la plupart du temps, ils sont à poil, et ils se disent, ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, comme il n'y a aucun risque qu'on accepte, quoi. On est assuré contre le feu dans son logement, ce qui est un risque bien moindre, pour son bureau, ce qui est un risque bien moindre par rapport à ouais, puis c'est pas connu ce que tu dis, c'est l'histoire, ça arrive qu'aux autres. Exactement. On a lancé avec Stoic une chaîne de vidéos qui dit ça n'arrive pas qu'aux autres, où on voit des dirigeants qui racontent ce qui leur est arrivé, parce que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on voit dans les médias, mais beaucoup de dirigeants qui se disent, surtout pour ma réputation, je veux pas faire savoir à mes clients que je me suis fait attaquer, que j'ai des données qui ont été piratées, donc il y en a très peu qui le racontent. Ok. Et donc, tu te lances, et par quel bout tu commences? Et donc, pour ça, tu te dis, le risque, il y a plein de manières de le traiter. Pour un dirigeant de PME, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Mais j'ai choisi j'ai été séduit très vite par l'approche de l'assurance, qui a deux vertus qui me plaisent beaucoup. La première, c'est l'alignement des intérêts avec un dirigeant. Si je vends des antivirus à un dirigeant qui se fait attaquer, je vais lui vendre l'antivirus plus ensuite. L'assureur, quand il vend une police d'assurance à un dirigeant, il lui dit si tu te fais attaquer, c'est moi qui vais prendre en charge tout ce qui t'arrive, donc gérer la crise, te dédommager de toute ta perte d'exploitation si t'as pas pu opérer pendant un moment. Donc j'ai pas envie que ça t'arrive, et t'as pas envie que ça t'arrive. Et donc tu vends un produit en se disant, on est tous les deux d'accord sur le fait que le moins tu vas t'en servir, le mieux c'est. Et les intérêts sont alignés. Les intérêts sont alignés. Et donc c'est là qu'on apporte une valeur ajoutée, c'est de dire, on te vend de l'assurance, mais on t'apporte des logiciels de cybersécurité gratuitement en plus, parce que c'est un coût pour moi, c'est un bénéfice pour toi, mais à la fin c'est un bénéfice pour moi aussi, parce que ça me permet d'avoir des assurés qui sont moins attaqués que les autres. Je trouvais que le discours était tellement simple, et surtout, c'est le deuxième avantage de l'assurance, c'est surtout permet d'avoir une vue globale du risque. Tout ce qu'il ne maîtrise pas, il le transfère à l'assureur. Mais comment on crée un produit d'assurance quand on n'a jamais fait d'assurance? Bonne question. Alors d'abord, on s'associe. Moi, j'avais aucune des expertises requises, pas technologique, pas de l'assurance, pas de la cyber. J'ai 3 associés, un qui vient de la tech, l'autre de la cybersécurité chez Wavestone et l'autre de l'assurance chez Swiss Re. Et ensuite, on crée son produit d'assurance en regardant ce qui se fait sur le marché, et on va voir des assureurs. Moi-même, mon statut n'est pas celui d'assureur. Je rentre pas dans trop de techniques, mais aujourd'hui, tu l'as dit, Julien, j'ai 3000 assurés que je couvre jusqu'à 1 million d'euros de pertes, on va dire. Donc ça fait que j'ai 3 milliards de pertes potentielles à gérer si tous se font attaquer. C'est pas sur mes fonds propres que ça dépend, parce que j'ai pas ces fonds propres. Donc j'ai des très gros assureurs et réassureurs qui m'ont donné leur confiance, qui m'ont donné aussi leur savoir-faire au début en me disant, tiens, ça tu devrais le borner comme ça dans ton contrat, et s'il arrive un truc, c'est moi qui paye. Donc mes plus gros partenaires, il y en a un qui s'appelle Tokyo Marine, qui est un gros assureur américain et très fort en Europe en cyber, Swiss Re, qui est un des très gros assureurs mondial, etc. C'est quoi le challenge de créer une assurance au début? C'est quoi le truc qui est dur? Le plus dur, c'est de trouver des partenaires assureurs qui te font confiance. Et je le dis, j'insiste là-dessus, allez voir un assureur en lui disant, c'est moi qui vais tout gérer, c'est moi qui vais décider qui on assure, à quel prix, pour quelles conditions. C'est moi qui vais gérer quand il y a des sinistres, mais c'est toi qui payes.
l'équation, elle est pas évidente pour eux, parce que le risque de perte, il est énorme. Est-ce que tu vas voir qui quand tu vas voir? Parce que c'est une tentaculaire, hein, l'assureur. Bah, tous les assureurs possibles. Et après, il y a ceux qui Non, mais sont... tu vas voir quoi? C'est le patron? C'est qui gère ça? C'est des responsables de partenariat, quoi, en Ok. gros. C'est une pratique qui se fait assez régulièrement. Il y a des assureurs qui aiment plus ou moins ça, faire ce genre de partenariat avec des assurtech, parce qu'il y en a qui se sont brûlés les ailes, qui ont donné de la capacité d'assurance à des insurtech comme nous, et qui ensuite ont perdu énormément d'argent parce que c'était sur des gens qui voulaient faire beaucoup de business, mais qui ensuite ont généré beaucoup de sinistres et ça leur a coûté cher. Oui, c'est tout le clé de l'assurance, c'est le sinistre le S sur P qui est c'est ça que tu décris en fait. Exactement, en fait, c'est la grande différence. J'ai recruté des gens qui venaient du SaaS pour qui faire une vente est toujours bon dans l'absolu. Tu vends un client, ça te génère du chiffre. Dans l'assurance, c'est une logique qui est plus fine. Vendre n'est jamais bon. Vendre est bon si tu achètes un bon risque ou tu vends un bon risque. Si à la fin, la personne à qui tu as vendu 100 € un contrat, elle te demande 3 mois plus tard 500 € parce qu'elle a subi un sinistre, ça arrive, hein, c'est le métier, et ça nous est arrivé de payer plusieurs centaines de milliers d'euros pour des cyberattaques, et dans le volume, tu arrives à l'amortir, c'est le jeu, mais il faut que tu gères bien tes masses, parce que ça peut coûter très vite très cher. C'est hyper stratégique, quoi. Et en France, juste là-dessus, c'est important, en 2021, ce ratio sinistre sur prime, donc combien j'ai payé sur des sinistres, divisé par combien j'ai collecté en prime, qui est le ratio phare dans l'assurance, au global, sur le marché de l'assurance cyber, c'était 167%. Ça veut dire que les assureurs ont payé 67% de plus en sinistre qu'ils n'ont collecté en prime. Autant dire, ils ont perdu beaucoup d'argent parce que ils n'ont pas, pour la plupart, de compréhension fine du risque cyber, qui est un risque beaucoup plus complexe à comprendre que le risque d'avoir un accident. Et ça, tu penses justement, pour pas te retrouver sur ce ratio-là, ce qui a fait la différence et ce que tu as voulu monter, c'est à la fois d'avoir l'expertise d'être plus verticalisé, d'être plus sur cette expertise-là, et en plus de faire la gestion. La gestion est importante. Ouais, dans mon métier, il y a 3 trucs qu'on fait, 3 moments qui sont importants pour maîtriser le risque. Il y a ce qu'on appelle la souscription, c'est-à-dire qui est-ce que tu acceptes à quel prix. Et ça, on a plein d'outils qui nous permettent de retirer les mauvais risques, de détecter des failles avant de souscrire les entreprises, donc de leur dire on ne peut pas vous prendre tant que vous n'avez pas corrigé ça, parce que c'est flippant que des assureurs n'utilisent pas ou peu, donc la technologie nous aide à éliminer des mauvais risques. Ensuite, il y a la prévention, on a des logiciels de sécurité qui sont développés en interne, des choses assez simples, hein. On n'a rien réinventé, mais c'est des choses automatisées, simples pour tous les dirigeants de PME auxquels ils n'ont pas accès d'habitude, gratuites pour tous, et qui leur permet d'éviter le gros du risque. Et ça, la prévention, ça aide. Et le troisième point, qui est le point principal, c'est qui gère la crise quand il y a une crise. C'est comme quand il y a un feu, si ton assurance habitation, le coût que tu vas lui demander, ça va dépendre à quelle vitesse les pompiers sont intervenus. Parce que s'ils interviennent vite, ils éteignent le feu et tu n'as pas tout qui brûle chez toi. En cyber, c'est pareil. La vitesse d'intervention, quand tu te rends compte qu'il y a une merde, fait tout. Et tous les assureurs en Europe ont décidé de déléguer cette compétence d'intervention technique en cas de crise, parce que quand tu es AXA, recruter des gens qui savent faire ça, c'est pas simple. Et nous, c'est un de nos investissements principaux depuis le début, c'est une des raisons pour lesquelles on a levé des fonds. On a décidé de créer cette équipe en interne qui a une vertu colossale à la fin dans la maîtrise de nos risques. Comment tu trouves tes premiers clients là, au départ? Comment tu vends ça? Comment? C'est ça, c'est la bonne question. Très bonne question. J'ai que des bonnes questions. On verra. Attends, j'ai mis 2 bâtons. 1, 2. T'as 2 manières de traiter, et c'est marrant, quand je faisais mon tour de seed au tout début avec mes premiers investisseurs, j'avais pas encore de produits d'assurance, j'avais pas encore de clients, je leur racontais comment j'allais distribuer. Et le monde se divise à ce moment-là entre ceux qui pensent qu'il faut faire une distribution directe ou une distribution indirecte. Donc direct, tu vas chasser les clients. Direct, tu vas chasser des clients, ou tu vas avoir des partenaires qui t'envoient des clients, mais c'est toi qui traites le client. Indirect, c'est tu passes par des courtiers en assurance. Et c'est un des apprentissages dont on va parler sur quel est le bon canal. D'accord, donc avant d'ouvrir le scale, on va le faire maintenant. En fait, ton 0 to 1, il y a un 1 qui se fait auprès des assureurs pour qu'ils te fassent confiance, et tu as un 1 qui se fait auprès des clients. Donc c'est le S pour les assurances, le P pour les clients. Exactement. C'est ça. Si tu veux, ouais. Et c'est marrant d'ailleurs, la série A qu'on a faite, je l'ai faite quasiment sans clients, mais j'avais pas de clients, mais au moins j'avais les assureurs qui m'avaient mis leur coup de tampon. Et ça dérisque énormément le business d'avoir des premiers assureurs qui donnent de la capacité d'assurance, donc ils font confiance. Alors même que j'avais pas de clients, on considérait que j'avais déjà de l'attraction parce que j'avais cet aval technique. 0 to 1, il se fait à ce moment-là, je pense. Si on part du coup sur la partie plutôt scale, parce qu'on a un petit peu ouvert les choses là, sur la partie distribution, je pense que c'est un des points que tu veux. Ouais, bien sûr.
Je te laisse la main. C'était Ouais, les 2 points que tu veux creuser. C'est un des points que je veux creuser. Effectivement, tu l'as dit, tes clients finaux, c'est souvent des ETI, des PME, parfois des grands groupes. Tu m'avais raconté que tu as commencé à démarcher ces clients en direct et puis que tu t'es vite rendu compte qu'en fait, dans la structuration de ce marché, il y a aussi des courtiers et que finalement, tu as après basculé sur des courtiers. Tu peux revenir là-dessus. Je sais que tu t'es posé la question et d'ailleurs sur les lessons learned de finalement bien choisir un canal de distribution. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'apporte pas beaucoup là. C'est si tu vends en direct ou si tu montes un circuit de distribution. Bah ça, j'ai bien T'as payé découvert pour voir. ces questionnements. Alors, le premier constat, je l'ai fait très vite, de me dire que aller faire de la outbound pour aller chercher les entreprises. Outbound, pour ceux qui écoutent. Outbound, c'est du démarchage proactif. Tu vas direct. Du coup de fil, des emails en disant bonjour, je m'appelle Jules, je vends une solution super, est-ce que vous pouvez me prendre un rendez-vous de 30 minutes? Là, tu t'es cassé les dents. Et là, en fait, très vite, tu te rends compte que quand tu es une startup qui n'existe pas depuis pas longtemps, Avec une proposition de valeur un peu innovante. Une proposition de valeur un peu innovante pour assurer contre les cyberattaques, pour générer de la confiance, c'est compliqué. Il faut un tiers de confiance qui te tamponne. Et la plupart du temps, tu avais un sales process où tu parlais au client pendant quelques semaines et à la fin, il te disait ah bah c'est super intéressant votre truc, je vais en parler à mon courtier. Et donc, il allait voir son tiers de confiance à la fin. Et si tu travaillais pas toi-même avec le courtier, bah tu faisais rien. Donc ça, il m'a fallu 1 mois et demi pour m'en rendre compte. C'était assez. Oui, en plus, assez cet écosystème est un peu éclaté sur tout le territoire. Exactement. Et ma cible, moi, je peux pas faire de grands comptes aujourd'hui. Je vais souscrire des entreprises qui vont jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire beaucoup, mais c'est pas les boîtes parisiennes, quoi. Mon business, il est partout en France. Oui, c'est ça, ok, très clair. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bah, je vais aller développer une distribution courtier. Et mon one, c'est un courtier auquel je rends hommage, qui s'appelle Olivier Boulard, pour une société de courtage qui s'appelle AGO, qui est venu me voir et qui m'a dit mais ton truc c'est super, ton produit c'est super, moi je pourrais le vendre à mes clients. Et c'est lui le premier, alors que c'est un soixantenaire qui est pas retard. Ouais, mais qui aime bien les startups, qui a envie d'apprendre, etc. Et c'est lui le premier qui m'a poussé à des clients. Et je me suis dit mais ce modèle il est magnifique, de courtiers qui comprennent ta proposition de valeur et qui vendent eux-mêmes ton produit à leurs clients. Il est où Olivier? Il est où? Il est en région parisienne. Ah ouais, tu vois. Mais sachant que c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en fait, ton courtier, il t'apporte le gage. En fait, c'est lui qui a la relation avec le client, et donc du coup, il apporte toute sa crédibilité. D'un autre côté, c'est un nouveau métier que lui, il connaît pas. Il faut que tu le formes. Donc, t'es pas du tout en train de démarcher ton client final, quoi. Quelque part, il faut que tu formes des courtiers. C'est 2 modèles qui n'ont vraiment rien à voir, parce que moi, je ne parle pas au client. Ma cible, est-ce que le switch, c'est de se dire, mon client, c'est plus le mec qui achète mon produit, c'est le courtier. C'est lui que je dois former, c'est lui que je dois éduquer, c'est à lui que je dois montrer que ma solution d'assurance à moi est meilleure. Va répondre à un pain point de son client. Va répondre à un pain point de son client et va mieux répondre que celle de mes concurrents. Et mes concurrents, c'est AXA, c'est Generali, c'est AIG, c'est Chubb, c'est des assureurs qui existent depuis des dizaines ou des centaines d'années, beaucoup moins techniques que moi, beaucoup moins je dirais forts que moi en cybersécurité, mais en même temps qui ont des dizaines d'années de relations avec ces courtiers, donc il faut un peu les déloger, quoi. Je suis juste un point là-dessus. Comment tu les as convaincus que tu étais meilleur? C'est quoi l'ingrédient magique que tu as mis dans ton offre pour qu'ils se disent t'es meilleur que les gros mastodontes du secteur? Bah, au début, la facilité de souscription, ça te fait marquer des points parce que par ton client. Pour le courtier, pour son client. C'est pas mon client, c'est le client du courtier. Donc le courtier se dit sur la plateforme que Stoic a développée pour moi, parce que du coup j'ai développé une plateforme dédiée aux courtiers où les courtiers peuvent émettre des devis. C'est comme un CRM, quoi. Le courtier peut émettre des devis et faire signer son client en ligne. Et avec moi, il peut le faire en 2 minutes, là où avec des assureurs traditionnels, ça lui prend des jours. C'est quand même un challenge parce que tu leur rajoutes un outil. Qu'ils n'ont pas forcément. Ils sont habitués à aller sur l'interface de différents assureurs pour comparer les offres. En tout cas, déjà, premier hack, tu vas là-dessus. Mais ça, si tu reposes que là-dessus pour faire ta valeur ajoutée, de la digitalisation, c'est pas une vraie innovation. Enfin, ça suffit pas pour créer une vraie valeur substantielle, quoi. Donc, il y a ça, et ensuite, tout ce que je vous ai raconté avant, en termes de prévention qu'on fait de manière automatisée pour leurs assurés, eux, ils se disent, putain, c'est la première fois que je vend un contrat d'assurance, le mec il pense qu'il achète des garanties d'assurance, et juste après avoir signé, il se rend compte qu'il a accès à des outils technologiques super simples, faciles, pratiques pour lui. Il savait même pas, ou il avait même pas tout à fait compris qu'il signait pour ça au début, parce que moi j'étais pas là pour faire la vente, donc pas là pour lui expliquer. Et son client a du service en plus de l'assurance. Et là, le courtier se dit,
il y a de la valeur là-dedans. Puis ensuite, tu as les premiers sinistres chez ces assurés, et ces assurés, quand ils ont un sinistre, une cyberattaque, ils appellent un numéro, c'est mes équipes qui gèrent, et ils sont ravis parce qu'ils n'ont jamais vu une telle réactivité et une telle qualité de service. Et donc, tout ça, c'est les manières de créer de la confiance avec les courtiers, parce que juste faire un process rapide, ça suffit pas. Eux, ils engagent leurs responsabilités quand ils vendent un client, quand ils vendent Stoic plutôt qu'AXA, ils peuvent pas se rater, quoi. Et donc créer de la confiance, ça prend du temps, mais c'est la somme de tous ces éléments. Et tu peux revenir justement là-dessus. Comment tu animes maintenant ton réseau? Tu t'es organisé, tu as des experts. Tu peux revenir là-dessus parce que finalement, ta vente indirecte, elle a le gros avantage, c'est qu'une fois que tu as formé le courtier, c'est lui qui va chercher les clients. L'inconvénient, c'est que tu vois plus le client, hein. Tu l'avais au départ quand t'as essayé de faire un peu de vente directe. Tu le vois plus. Donc, comment tu t'assures que t'es toujours en lien avec le client et que t'as les bonnes remontées terrain? Ouais. Déjà, un point juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais j'y reviens. L'apprentissage sur la distribution courtier, c'est que c'est un canal qui est exclusif. Donc, pendant un temps, j'ai gardé des partenaires informatiques qui m'envoyaient des clients et qui, eux, servaient un peu de tiers de confiance, mais ensuite, c'est moi qui vendais aux clients. Ça, je l'ai fait pendant quelques mois, en parallèle de la distribution de courtiers. Mais en fait, les courtiers avec qui tu travailles, si tu veux créer de la confiance avec eux, ils peuvent pas se dire qu'en parallèle, tu vas aller parler à leurs clients. Ou que leurs clients qui t'amènent ou auxquels ils parlent de tu peux pas les bypasser. Et donc, il y a un moment où j'ai pris une décision radicale et j'ai dit, on ne parle plus jamais à un client en direct, nous, tant qu'il ne nous a pas été amené par un courtier. Parfois, le courtier veut qu'on parle avec son client, c'est autre chose. Mais oui, mais avec son couvert à lui. Mais avec son couvert, et c'est son client à lui, c'est pas mon client. C'est all-in ce type de distribution. Okay, c'est all-in. Okay, c'est all-in. Et c'est vraiment 100%. Et c'est périlleux parce que tu te dis, putain, j'ai un canal qui me génère les partenaires informatiques, on avait des banques qui nous envoyaient des leads, et ça marchait assez bien aussi. Mais ça marchait tellement bien que les courtiers s'en rendaient compte et nous disaient, non les gars, soit vous êtes notre concurrent, soit vous êtes notre partenaire, mais vous pouvez pas être les deux en même temps. Et donc le choix qu'on a fait a été assez radical. Comment est-ce qu'on anime les courtiers? Aujourd'hui, la manière dont on bosse, c'est qu'on a segmenté la France, et on fait pareil en Allemagne, en régions. Et dans chaque région, on a un référent qui est local. Donc on a aujourd'hui quelqu'un à Lille, quelqu'un à Nancy, quelqu'un à Lyon, quelqu'un à Aix, quelqu'un à Bordeaux, et quelqu'un au Mans, et quelqu'un à Paris. Et chacun se crée un réseau, ou a déjà un réseau, évidemment on a essayé de recruter des gens qui avaient déjà un peu ce réseau, de courtiers locaux, 70, 80, 100 par région, pas besoin de beaucoup plus, il y a 20 000 courtiers en France, mais il n'y en a pas des masses qui ont vraiment un gros portefeuille de clients PME ETI. Donc 3-4 000 par région. T'as 10% des courtiers de France. Aujourd'hui, on a, qui bossent avec nous, ouais. Ouais, et t'en as 3-4 000 par région à peu près, donc... C'est ça. 3-4 000 courtiers, tu dis, par région? J'ai dit, il y en a 20 000 en France, donc tu peux dire, alors même s'il y a peut-être une plus grande concentration à Paris, si tu divises dans cette zone, ça fait 3 000 par zone, mais sur ces 3 000, jamais les 3 000 feront des contrats avec nous, parce que il y a plein de courtiers qui gèrent que de l'assurance de personnes, donc qui gèrent pas des entreprises, quoi. Donc moi, aujourd'hui, je travaille avec tous les courtiers avec lesquels je veux travailler. La question, c'est à quel point est-ce que j'arrive à pousser le business avec eux, à les aider à les faire plus, etc. Donc chacun de mes référents en local va se créer son réseau local, passer du temps avec eux chacun, donc ils ont tous leur voiture de fonction, ils passent leur temps à aller les voir les uns les autres, et évidemment créer des grandes messes locales à Nancy, à Strasbourg par exemple, pour celui qui est dans l'Est, pour qu'ils voient ensemble que Stoic est incontournable dans la région et qu'ils sont obligés de passer par Stoic, quoi. Et donc c'est vraiment tout notre effort commercial, marketing est adressé vers les courtiers pour qu'ils soient convaincus que la meilleure solution c'est la nôtre. Ok. Je pense qu'il y a un sujet intéressant, c'est que du coup, et c'est la première fois qu'on l'aborde dans le podcast, mais comme tu investis pas dans une force de vente, tu peux libérer de l'investissement pour investir sur ton produit. Et ça c'est intéressant parce que tu as plus de moyens pour avoir les meilleurs pompiers possibles pour résoudre le vrai problème que tes clients ont si ça arrive. Exactement. Enfin, la beauté du modèle de vente intermédiaire, il a ses faiblesses, hein. Tu gères pas tout le canal de vente. La qualité, la formation, voilà, le discours qui est porté par les courtiers auprès des clients finaux n'est pas aussi bon que le discours que mes commerciaux pourraient porter. Mais c'est le jeu. Et sa grande vertu, c'est que en France aujourd'hui, par exemple, en 2023, on a fait collecté à peu près 10 millions de primes. Je pense qu'on va faire x3 sur 2024, donc 30. Et ISO équipe, je bouge pas. J'ai mes 7 commerciaux en région, j'ai ensuite des gestionnaires de sinistres, des souscripteurs. Je passe un peu sur les autres métiers. Mais j'ai 15 personnes qui sont basées sur la France et concentrées sur la France seulement.
et ça me suffit parce que les courtiers qu'ils ont déjà formés, ça tourne tout seul, quoi. Aujourd'hui, on fait rentrer des dizaines de contrats par jour, et il y en a quelques-uns, les plus gros, sur lesquels tu as besoin de faire de l'effort et aller passer du temps avec le courtier et son client pour expliquer la démarche, mais il y en a beaucoup, ça tourne, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu t'es rendu compte rapidement qu'en fait, dans ce métier-là, passer par des courtiers, ça a été assez essentiel, et tu avais gardé un petit peu en parallèle les deux activités, ce qui t'a permis de bien comprendre les besoins clients pour développer ta plateforme, etc., et être sûr que tu... Ouais. Finalement, ça n'a pas été une perte de temps totale. Ouais. Non, il y a un petit hack qu'on a gardé. J'ai dans l'équipe commerciale 2 personnes qu'on appelle les experts stoïques, dont l'agenda est disponible sur la plateforme courtier s'ils veulent les mobiliser sur un call avec leurs clients. Donc c'est des gens qui avant s'occupaient de la vente en direct, que j'ai gardé et qui sont très bons pour faire ça, pour accompagner en tant que pas vendeur mais juste expert de la solution. Et en fait, pour le courtier qui maîtrise mal mais qui a un client avec qui il a un call et il se dit je vais pas me faire prendre en défaut, il prend rendez-vous, il est en binôme. Et nos experts stoïques, quand ils viennent, on close tous les contrats. C'est certain que s'ils sont là, ils savent expliquer la proposition de valeur. Ouais, bien et sûr. on parle et en même temps, là, t'as une remontée de terrain. Ouais. S'il nous reste quelques minutes, un deuxième point que je voulais créer, c'est que tu as un business model qui est forcément très internationalisable, parce que des PME qui ont des problèmes de cyber, il y en a partout. Tu as déjà ouvert l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Et un des points clés de notre échange, c'est que tu me disais, le marché, il est à peu près bon partout. De toute façon, il est en croissance. Après, il y a peut-être des pays qui sont plus attractifs. Mais ce qui a fait une partie de ton succès en Allemagne, ça a été ton country manager. On a toujours cette question qui revient souvent, comment tu ouvres un nouveau pays, est-ce que tu fais... C'était qui qu'on avait eu d'ailleurs pas de Airbnb, non? Ouais, non, on avait eu... Olivier Buffon. Ouais, Olivier Buffon, qui avait ouvert 27 pays, je crois, donc qui nous avait un peu... Ex-Airbnb. Qui nous avait décrit ça. Ce qui est intéressant, c'est que toi, ta vision, c'est ton... Tu me dis, le prochain pays que j'ouvre, ça dépendra du country manager que je vais trouver. Tu peux revenir là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant. Ouais, c'est quelque chose que j'ai appris avec... L'Allemagne, bon, déjà, il y a une certitude dans ce qu'on fait, c'est qu'on est sur un métier qui est basé sur du relationnel. La relation des courtiers, c'est que ceux qui font ça en région, pour moi, c'est que des gens qui viennent du monde de l'assurance et qui avaient déjà un réseau, et que ça te permet de créer de la confiance plus vite. Donc, la distribution depuis Paris de notre produit d'assurance par des courtiers allemands, c'est inenvisageable. Mais vraiment inenvisageable, on ferait rien, quoi. Parce qu'il faut aller faire des événements, il faut être à leur côté tout le temps, il faut aller les voir. La culture, faut la connaître. La culture, faut la connaître. Mais donc ensuite, quand on se lance dans un pays, moi, j'avais parlé un peu avec plein de scale-up qui ont réussi ou qui ont fait cette expansion avec Spendesk, avec Doctolib, etc. sur les erreurs et les choses à faire. En gros, ce qui ressort, c'est qu'il y a 3 stratégies. Soit le pilotage depuis Paris. Si je fais de l'acquisition en ligne sur des mots-clés Google, bah, ça, je peux le faire depuis Paris. En Allemagne, c'est pas dramatique. Ouais. Mais c'est pas du tout mon modèle. 2, l'acquisition d'un concurrent local qui fait la même chose. C'est ce qu'on peut faire quand je sais pas si on est un cabinet comptable qu'on veut s'étendre en Allemagne, mais quand on fait une boîte innovante comme nous, bah, y a pas d'acteur identique qui pourrait avoir la même proposition de valeur. Et 3, recruter une équipe locale. Et ça, je sais plus qui m'avait donné cet insight, mais les faits lui ont donné raison. Ça dépend en fait essentiellement de qui est le country manager. Et trouver cette pépite qui est capable de saisir, de s'adapter au mindset de l'entreprise existant dans la boîte à Paris ou en France et avant, de l'adapter à la culture locale et d'avoir cet esprit entrepreneurial pour recruter des gens, développer, etc. C'est un mix qui est extrêmement dur à trouver. Et sur l'Allemagne, on a eu beaucoup de chance sur la personne qu'on a recrutée. Comment tu as trouvé une méthode de lecture pour les choper? Bah, j'ai quelques critères, je sais pas, par exemple là je regarde l'Europe du Sud, le Benelux, les Nordiques, en gros, comme 3 prochains potentiels marchés. J'ai des premiers country managers potentiels avec lesquels je discute, et quand je vois une tête bien faite mais qui vient pas du monde de l'assurance par exemple, c'est tentant de te dire quelqu'un de smart, un peu le profil que j'avais il y a quelques années, ça marche pas. Il faut pas quelqu'un comme moi, il faut quelqu'un qui vient de l'industrie, et donc je sais que je veux quelqu'un avec une dizaine d'années dans l'industrie de l'assurance. Ouais, puis tes courtiers sont en plus d'une certaine génération, donc il faut pouvoir leur parler, etc. Voilà, il faut pas non plus un tout jeune qui débute, parce que même avec toute la bonne volonté du monde, pour créer de la confiance avec des courtiers, il faut du temps. Donc voilà, c'est des critères de... Ouais, donc quelqu'un qui a déjà un réseau. Quelqu'un qui a déjà un réseau, qui a déjà la maturité d'avoir recruté vite des équipes, parce qu'on leur demande de créer une équipe
d'une quinzaine en quelques mois, d'une quinzaine de gens locaux sur une boîte nouvelle, c'est pas si simple. Et c'est que des profils seniors. On recrute pas des sorties d'école ou des stagiaires ou des alternants. On recrute des gens qui ont, pareil, 10-15 ans d'expérience dans l'industrie. Donc, il faut quelqu'un avec de la poigne et du leadership pour aller chercher ça. Tu vois, dans les startups, il n'y a pas que des jeunes qui mangent des pizzas, quoi. Alors, on a beaucoup de jeunes qui mangent des pizzas, mais c'est l'équipe tech, produit, enfin ceux qui sont en transverse et qui développent la tech, mais ensuite ceux qui sont customer facing, en face des courtiers. Il te faut quelqu'un d'agile, c'est pas facile non plus, parce que tu veux un peu d'expérience, mais il faut quelqu'un de très agile, parce que tu as un produit très technique à vendre quand même à la fin. Et c'est la dernière grande complexité, c'est quelqu'un qui vient de l'industrie, mais qui cherche pas à répliquer les mêmes codes de l'industrie qu'il a toujours vu depuis des années et qui a envie de faire des choses différentes, qui a envie de comprendre notre produit. Donc voilà, tout ça fait un mix joyeux, pas simple, mais c'est vrai ce que disait Aymeric, c'est dans ma stratégie des prochains pays, je suis prêt à reconsidérer l'ordre selon la qualité des country managers que j'ai en face de moi, parce que je sais que tout dépendra de ça. C'est qui tes concurrents du coup, qui peuvent draguer aussi les courtiers? C'est les assureurs traditionnels. Aujourd'hui, tous les jours, je me bats contre, je sais pas si ça vous parle, c'est des assureurs anglo-saxons beaucoup, Beazley, AIG, Chubb, Hiscox, AXA un peu. C'est des assureurs qui ont déjà des relations avec tous ces courtiers sur d'autres lignes d'assurance. Qui peuvent mettre un peu la pression sur des produits. Qui peuvent mettre la pression en disant fais cette ligne avec moi, cette ligne d'assurance avec moi, parce que je te fais de l'auto, etc. Machin, exactement. Et donc, tu as des relations historiques dans lesquelles tu viens de greffer. Ils savent qu'ils sont moins bons techniquement que nous, mais ils ont aussi les reins plus solides pour parfois être plus compétitifs d'un point de vue pricing. Moi, je peux pas faire n'importe quoi. Enfin, je peux techniquement, j'ai le droit, j'ai la main sur mes prix, mais si je commence à couper mes prix et que c'est pas adapté à la posture de risque de l'entreprise, je vais prendre des sinistres et ça va pas le faire. Eux peuvent parfois être plus agressifs que moi, et donc c'est ce qui fait que c'est pas toujours, on gagne pas à chaque fois, mais on gagne quand même la plupart du temps. Peut-être un dernier point juste pour conclure sur le scale. Tu m'avais dit un truc qui était très intéressant, c'était de dire quand tu as développé l'Allemagne, tu as dit à toutes les équipes que c'était pas un side project. Tu peux revenir là-dessus, parce que je trouve ça très intéressant. C'est un hint qu'on m'avait filé aussi d'une scale-up, c'est le vrai risque de l'expansion internationale que je vois encore, et c'est un combat tous les jours, c'est que comme le cœur de ceux qui sont qui construisent la machine, quoi, est basé à Paris et qui parle français principalement, et que la France c'est le pays qui génère le plus de cash pour nous aujourd'hui, parce que c'est là où on est le plus développé. Tu peux avoir le sentiment, quand tu dis on va se lancer en Allemagne, que les gens se disent c'est un side project, on va faire passer les demandes en numéro 2 parce que c'est pas celles qui sont les plus rémunératrices à court terme. Et ça dans le mindset de la boîte, tu sais que si tu pars comme ça, tu vas rater. Et moi, j'ai très vite porté le discours de dire je vous préviens, on se lance en Allemagne, mais si on rate l'Allemagne, on rate la boîte. Je raconte à mes investisseurs depuis le début qu'on va devenir le numéro 1 en Europe. On est le numéro 1 en France dans ce qu'on fait. Donc si on rate l'Allemagne, jamais je peux leur raconter cette histoire. Et donc on va faire une belle petite PME française, mais c'est pas une histoire qui fera rêver qui que ce soit. Donc l'Allemagne, les demandes pour le produit ou pour la tech de l'Allemagne sont aussi importantes, si ce n'est plus importantes que les demandes des équipes françaises. Ok, clair. Je te propose de partir sur la troisième partie qui est le next game. Alors, je vois plein de ramifications possibles, mais j'aimerais bien savoir ce que toi tu as en tête, c'est-à-dire que vers où tu vas aller, là, quand tu te projettes à 5 ans, 10 ans, la boîte, elle ressemble à quoi? Ouais, déjà, j'ai envie que cette boîte dure longtemps. Et c'est un modèle qui est... On l'entend pas toujours. Non, c'est un état d'esprit qui est pas toujours celui des boîtes qui sont fundées par des VC comme on l'est. On a levé beaucoup d'argent assez vite. Mais je suis tellement convaincu de la valeur sous-jacente de ce qu'on fait que j'ai pas envie de l'abandonner, et je vois une croissance forte et une très belle boîte qui peut émerger dans les 5-10 années à venir. C'est ce que je veux. Je veux être le CEO de Stoic dans 10 ans, quoi. Ce que ça va être, t'as une partie géographique, évidemment. Le marché, il croît de 25% par an aujourd'hui de l'assurance cyber, mais il est encore assez petit, c'est nouveau, comme tu l'as dit. Donc, on peut pas rester qu'en France, ou alors on n'aura pas de quoi nourrir tous les employés qu'on veut continuer de recruter. Donc, vous êtes combien aujourd'hui? On est 60, en gros 35 qui construisent la machine, 15 sur le marché français, 10 en Allemagne, et puis on sera à peu près 15 par marché progressivement. Donc dans 3 ans déjà, je suis opérationnel en Allemagne-Autriche cette année, Europe du Sud, Benelux, Nordiques, c'est déjà quelque chose. Ensuite, je pense qu'on aura envie d'aller sur d'autres marchés émergents comme l'Amérique du Sud ou l'Asie. Et puis ensuite, donc ça c'est un premier mouvement qui est naturel et assez évident dans ce qu'on fait et qu'on a déjà bien amorcé avec l'Allemagne. Et ensuite, il y a un deuxième mouvement qui est
d'approfondir la partie sécurité qui va en parallèle de l'assurance. Quand on vend de l'assurance, ce que je disais au début, on vend, nous, un ensemble total en disant il y a ce que tu peux faire pour réduire ton risque, donc toute ta sécurité, et il y a le transfert du risque, donc l'assurance, et la somme des deux, ça fait 1, quoi, a priori. Et je pense qu'on peut, à mesure qu'on monte sur des entreprises plus grosses, étoffer notre valeur ajoutée sur la partie cyber, parce qu'on a les équipes pour, et que tu peux raconter une histoire cohérente toujours en disant si tu t'équipes de mes outils de cybersécurité, je rentre pas dans trop de détails, bah tu vas payer ton assurance moins cher parce que ton risque il diminue. Et donc tu as une vraie force à marcher sur ces deux pieds, sur ces deux jambes que sont la valeur ajoutée cyber que tu apportes et la valeur ajoutée à travers l'assurance. Et il n'y a pas un axe possible où tu te dis je développe d'autres verticales en dehors de la cyber. C'est peut-être, en assurance oui, dans l'assurance, parce que si tu développes une tech et une compréhension des courtiers, rien ne t'empêche de aller sur d'autres... C'est évidemment un sujet auquel on réfléchit. Il y a des risques connexes ou des types de risques connexes à la cyber qu'on va traiter. Par exemple, je sais pas, la fraude. Souvent, la fraude et la cyberfraude, c'est des choses corrélées. Ou le risque de RC pour les boîtes tech. Si je suis une boîte tech, Théodo par exemple, bah, tu as envie d'avoir le risque que tu aies un défaut d'un de tes partenaires, ou un de tes partenaires qui t'attaque, qui soit dans la même police d'assurance que ta police cyber. Mais ça, c'est des adjacences, je dirais. Mais dans le fond, si tu réfléchis à quelle est la valeur ajoutée qu'on crée, la valeur ajoutée, c'est qu'on comprend bien un risque. Le risque cyber, pour une entreprise, on le comprend vraiment très très bien. Ouais, et puis on en a pas parlé sans rentrer dans la technique, mais une partie de ton business model, il réside aussi sur le fait que tu aies un bon ratio S sur P et que les assureurs, en fait, soient capables de te redonner une partie de leur performance. Et donc ça veut dire qu'il faut que tu sois vraiment un expert sur ton domaine. Ouais. Déjà, pour les convaincre, pour faire le 0 to 1, à l'origine, pour qu'ils me donnent de la capacité, il faut que je les convainque que je comprenne bien le risque. Et évidemment, j'ai un retour économique là-dessus. Meilleur est mon ratio. Plus je leur apporte d'argent et en ratio, le plus faible est mon ratio S sur P. Plus il y a de la marge en plus à se faire, et moi j'en retouche une partie. Et tu te rapproches du break-even et tout le monde est content. Tu veux résumer, Julien, avant que je passe à la partie un peu plus perso? Bah, tu viens de dire un des points, moi je trouve qui est intéressant, c'est déjà ta spécialisation. Tu es devenu ceinture noire sur un sujet qui est ultra stratégique pour les boîtes et tu t'es pas éparpillé comme un généraliste. Puis j'aime bien, tu as intégré toute la chaîne de valeur, quoi. De l'assurance, du produit jusqu'à gérer l'après, quoi. Ce que font pas les autres parce qu'ils sont plutôt multigénéralistes. Le deuxième point qui était intéressant, c'est ton circuit de distribution. C'était Simplebo qui avait fait ça à Alexandre. Je sais plus quel numéro c'était, mais c'était le même logique, si tu veux. Il avait dit d'y aller en outbound. Trop long, trop compliqué, surtout quand tu parles à des patrons. Moi, j'ai la même cible que toi, donc je vois très bien comment ça fonctionne. Quasi du B2C, en fait, Alexandre. Ce qui est peut-être aussi ton cas. C'est quand s'attaquer à ces mais entreprises-là, d'avoir des tiers de confiance sur ce milieu-là est stratégique. Sinon, tu perds une énergie à les convaincre qui est phénoménale versus, tiens, rencontre-lui, il est hyper intéressant. De toute façon, pardon, je t'interromps, mais je demande à voir des entreprises qui ont réussi en direct à choper des masses de PME. C'est quand même... Aller attaquer la PME en direct, c'est suicidaire. Ouais, mais ils avaient 2500 commerciaux. Mais je sais que par exemple dans les télécoms, toutes les batailles qu'il y a eu pour aller chercher les PME, tout le monde s'est cassé les dents. À la fin, c'est les grosses boîtes et les seuls qui réussissent, c'est France Télécom qui ont le monopole, qui avait le monopole. Tu peux pas, c'est trop dur. Et puis évangéliser, c'est en plus elle est éclatée cette population, donc trop compliqué. Puis tu parlais d'engager cette fameuse communauté, je trouve que c'est un point clé, quoi. Comment t'animes ça, du coup, ça crée de la reco et ainsi de suite, et tu fédères toute une communauté autour de ta marque. Enfin, quand je t'entends, t'as quand même une vraie, je vois une marque un peu scientifique, pointue sur un domaine et ainsi de suite, et je pense que ça y contribue, quoi. Bah, c'est ce qu'on... Stoïque, d'ailleurs, t'as pas expliqué la marque. Et bah, ça va être assez simple, j'ai fait de la philo avant. Le stoïcisme, l'idée, c'est distinguer ce qui dépend de vous, sur lequel vous pouvez agir, de ce qui échappe à votre contrôle que vous devez accepter. Comme moi avec Jujulor, quoi. Si tu veux, ou quand t'es en retard dans le train, ça sert à rien de t'énerver contre la SNCF, t'as juste à envoyer un message pour dire je vais être en retard, ça c'est ton contrôle et le reste, ça dépend pas de toi. Et par rapport au risque cyber, c'est notre approche, dire il y a une partie du risque sur lequel vous pouvez agir, c'est les outils qu'on met à votre disposition, il y a une partie du risque résiduel qui sera jamais nul, c'est pour ça qu'est l'assurance. Top. Juju, je te laisse poser des questions de fin. En fait, on a envie de savoir un petit peu si tu as une routine particulière pour pour t'entretenir pour les 10 prochaines années, parce que tu seras toujours là. T'as bonne mine, hein, c'est pour ceux qui écoutent. Il y a aussi une chaîne YouTube pour la vidéo. Pour la vidéo, bon, je sais que Julien Masson, c'est pas toujours agréable à regarder visuellement, mais on fait avec. Regarde de ce côté-là, c'est parfait. Je te jure, j'ai du like. Et en fait, est-ce que tu te dis, voilà, tu te prépares un marathon, c'est 10 ans devant toi minimum.
Est-ce que tu fais des choses en particulier pour être performant, toujours? Alors déjà, j'aime bien les efforts longs. J'avais fait des marathons, un Ironman il y a quelques années, donc j'aime bien m'entraîner pour des disciplines qui durent. Et ensuite, j'ai le cocktail que tu sais prendre toi. Ah ouais, ça je suis bon là-dessus. Ouais. J'ai deux bébés depuis quelques mois pour la deuxième et 2 ans pour la première. Donc j'ai en plus cette difficulté à gérer. La manière dont je gère, c'est que je me lève tôt le matin et je finis tôt. Je bosse entre 6h et 8h tous les jours pour pouvoir gérer les enfants de 8 à 9. Et je rentre dès qu'on a fini d'enregistrer ce podcast, c'est-à-dire à 18h30. Ouais, exactement. Ok, hyper clair. Et t'arrives à t'y tenir? Ouais, bah attends, j'ai pas le choix parce que on essaie de se répartir les rôles avec ma femme et le week-end je travaille pas. Et j'ai la chance d'avoir des associés avec lesquels on s'est, enfin c'est pas moi, je suis CEO, mais on est associé à égalité avec au moins mes 2 premiers associés au début, donc ils ont autant d'ownership que moi dans la boîte et donc on est tous les 3 aussi motivés pour la driver. Et puis on a fait assez vite des recrutements de gens qui étaient très bons pour gérer les quelques head-off qu'on a, ils sont très bons, ce qui fait qu'opérationnellement aujourd'hui il y a pas grand chose si je pars il se passe pas grand chose quoi, ce qui est très bien, ce qui est mon but, et à part juste passer les nouvelles vitesses où mon but à moi c'est d'aller passer la vitesse supérieure quand on est un peu à l'arrêt. 2 dernières questions. Est-ce que tu as un livre à nous recommander et est-ce qu'il y a un invité que tu as envie d'inviter auquel tu t'engages à donner le 06? Un livre de philo pour Jules. Ouais, j'allais dire Penser pour moi-même de Marc Aurèle, mais un peu facile. J'ai déjà lu 2 fois celui-là. Tu l'as déjà lu, Julien, je m'en doutais. J'ai regardé en vidéo. On va dire ça quand même parce que c'est la base et c'est un très beau livre de philosophie qui est accessible. Le dirigeant que vous devriez inviter, j'aurais pu réfléchir avant. Dirigeante. Ou dirigeante. La dirigeante, mais vous en avez déjà eu une, c'est elle qui m'a recommandé, Ségolène Moutarde. Oui, on la remercie, je ne l'ai pas remercié, Ségolène, merci beaucoup pour la... On lui fait un gros bisou à Ségolène. Qui est extraordinaire. Je vais passer mon tour si vous ne voulez pas. Non, écoute, on fera ça en offline. On te mentionnera si c'est le cas. Donc, merci beaucoup, c'était très enrichissant. Merci à tous les 3. À bientôt. À bientôt, bravo. Bravo. Salut.